Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Merci aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui me suivent. Ça me donne beaucoup de visibilité et je trouve ça super important, déjà pour ma part. Et je trouve ça super cool que vous puissiez écouter ma voix en continuellement. Voilà. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas, mais ceux qui me suivent en tout cas, je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et passionnément, les technologies futuristes. Là, c'est vraiment un sujet que j'adore particulièrement. On va faire une brève introduction sur les nanotechnologies, la biotechnologie et les énergies du futur, pour conclure. Alors, l'évolution rapide de la technologie modifie continuellement le paysage de notre société, façonnant de nouvelles réalités qui, il y a peu, relevaient de la science-fiction. D'ailleurs, je suis le premier à vous parler de ça, de la science-fiction en permanence. Parmi les domaines les plus prometteurs et révolutionnaires, on retrouve la nanotechnologie et la biotechnologie et les nouvelles sources d'énergie. Ces technologies futuristes se situent à la frontière de la science et de l'ingénierie. Elles offrent des perspectives fascinantes pour le progrès humain, promettant des avancées majeures dans le domaine de la santé, de l'énergie et de l'environnement. Elles représentent non seulement un potentiel énorme pour résoudre des défis globaux actuels, que ceux qu'on rencontre actuellement, mais œuvrent aussi également à la voie de nouvelles questions éthiques et sociétales. Donc parlons un petit peu de nanotechnologie. La nanotechnologie manipule en fait la matière à l'échelle atomique et moléculaire, qui promet en fait de révolutionner presque tous les secteurs industriels, et avec la capacité de concevoir et de construire des dispositifs et des systèmes à l'échelle du nanomètre, elle ouvre des portes vers des matériaux aux propriétés inédites. Des médicaments ciblant précisément les cellules malades, sans affecter les tissus sains, et des capteurs environnementaux d'une sensibilité sans précédent. Les nanomatériaux, par exemple, peuvent conduire à la création de batteries plus légères, plus durables et rechargeables en quelques minutes, qui révolutionnent ainsi le stockage d'énergie. On va survoler aussi la biotechnologie, qui, quant à elle, fusionne les principes de la biologie avec les techniques d'ingénierie pour créer des solutions aux problèmes de santé et de développement durable. Et grâce au génie génétique, il est désormais possible de développer des nouvelles thérapies géniques. On appelle ça des thérapies géniques pour des maladies qui auparavant étaient incurables. Et donc de créer des cultures agricoles résistantes aux maladies et aux changements climatiques. Et même de produire des carburants renouvelables à partir de biomasse. Les biotechnologies en fait synthétiques promettent de redéfinir les frontières du vivant, offrant la perspective de produire des organes pour les transplantations ou de développer des micro-organismes capables de dégrader les polluants. C'est hyper intéressant. On va parler aussi des énergies du futur. Enfin, donc le nouveau domaine de nouvelles sources d'énergie qui explore les alternatives propres et renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles, dans le but effectivement de répondre à la demande croissante d'énergie et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les avancées dans la technologie solaire et éolienne, donc la fusion nucléaire par exemple, et les batteries de nouvelle génération, eh bien, elles promettent une révolution dans la manière dont nous produisons et consommons l'énergie. Ces concepts, en fait, comme les réseaux électriques intelligents et la production d'énergie, décentralisent et visent à optimiser l'efficacité énergétique. Tandis que la recherche sur la fusion nucléaire pourrait effectivement à ce jour offrir une source pratiquement inépuisable d'énergie propre. Même si je suis quasiment persuadé que ça existe déjà, mais pour l'instant c'est pas public. Et donc
Les progrès en fait de la nanotechnologie en fait et de la biotechnologie et des nouvelles sources d'énergie qui sont au cœur des transformations, hein, qui définissent notre avenir, sont des technologies et des capacités en fait qui adressent simultanément des enjeux de santé, d'énergie et d'environnement qui sont vraiment essentiels pour bâtir un futur durable. Et toutefois, elles soulèvent quand même des questions qui sont éthiques et très importantes, qui nécessitent un dialogue constant entre les scientifiques, les décideurs, les citoyens, surtout les citoyens, pour garantir que ces avancées bénéficient à tout de manière équitable et responsable. La nanotechnologie, un monde infiniment petit. Donc, cette nanotechnologie, en fait, représente un champ d'innovation fascinant qui opère à des échelles nanométriques. Et donc, c'est d'un niveau, en fait, où qu'on manipule, en fait, en gros, les atomes et les molécules individuellement. Et cette science, qui, en les manipulant, ou en la manipulant, à la matière, à l'échelle atomique et moléculaire, promet des avancées révolutionnaires, hein, dans des multiples secteurs. Et ça, c'est carrément possible. Si vous regardez un petit peu, que vous vous intéressez un peu aux articles scientifiques, vous savez de toute façon qu'on est vraiment en avance sur pas mal de choses. Alors, en avance sur quoi, vous allez me dire, je ne sais pas, mais en tout cas, on avance bien. Et donc, en allant de la médecine à l'électronique, on passe par des nouveaux matériaux et de la protection de l'environnement. Alors, je peux vous l'accorder, sur le système capitaliste qui est d'aujourd'hui, on ne peut pas, en gros, faire tout ce qu'on veut et on ne peut pas concevoir tout ce qu'on veut. Mais dans un monde où on essaie en fait de protéger notre planète avec un aspect écologique, avec un aspect anthropique, avec un aspect où on est pour le bien des autres et de soi, eh bien on peut arriver à un monde qui développe en fait des technologies qui sont vraiment incroyables. Sauf que effectivement, dans le système où on est en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Ça, je peux vous l'accorder. Mais après, n'hésitez pas à commenter en dessous si vous avez des informations à donner ou même des questions que vous vous posez. Dans le domaine médical, par exemple, ce qui m'intéresse particulièrement, la nanotechnologie, en fait, ouvre des portes à des traitements personnalisés et à une efficacité accrue des médicaments. Par exemple, les nanoparticules peuvent être conçues pour cibler spécifiquement des cellules cancéreuses, et ça, je trouve ça super, qui réduisent ainsi les effets secondaires à des traitements traditionnels ou chimiothérapiques. Et en outre, les nanocapteurs, en fait, qui promettent de révolutionner le diagnostic précoce de maladies, permettent une détection rapide et précise à un stade initial. En gros, on peut détecter en fait des maladies bien plus tôt qu'avant, et ce qui permet en fait finalement d'avoir un impact en fait finalement sur ta durée de vie et sur ce que tu es capable de faire par la suite. Ça me semble logique. Dans l'électronique, par exemple, les avancées en nanotechnologie permettent de développer des composants toujours plus petits. Et bien sûr, au bout d'un moment, on ne pourra pas faire plus petit que petit, mais ça sera toujours plus rapide et moins énergivore. Et ça, c'est crucial pour répondre à la demande croissante en appareils électroniques de haute performance et en data. Euh, Ça sera de toute façon plus efficace. Les transistors nanométriques, par exemple, sont au cœur des microprocesseurs et de dernière génération qui offrent des capacités de calcul et de stockage qui sont vraiment incroyables et inédits. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais petit, pour stocker 1 méga, c'était vraiment dur, alors que maintenant, tu peux stocker du 1 Tera, du 2 Tera, du 100 Tera, enfin bon, peu importe, mais tu peux stocker tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va compenser dans cette façon de voir les choses, c'est les matériaux en fait qu'on va utiliser. Et là, c'est une très très bonne question et je vous invite à vous poser la question. C'est quel type de matériau est nécessaire pour stocker en fait autant d'énergie et autant de stockage? Et donc l'application de la nanotechnologie en fait entraîne la création de composites aux propriétés extraordinaires, des nanotubes de carbone par exemple, qui combinent en fait légèrement une résistance supérieure à celle de l'acier
et qui ouvre des perspectives pour des structures de résilience, des véhicules plus légers, et donc plus d'économie en énergie. Et de même, des revêtements nanotechnologiques peuvent rendre des surfaces auto-nettoyantes, qu'on connaît, à la défense par exemple, et résistantes à l'eau et à la saleté, ou même antibactériennes. Ça existe déjà, hein, tout ça, hein. C'est pas une nouveauté, mais il faut que vous preniez conscience un petit peu des technologies qui sont déjà en œuvre. Et en matière de dépollution et de protection de l'environnement, la nanotechnologie, en fait, ouvre des solutions innovantes pour le traitement de l'eau, l'air et les sols contaminés. Mais encore faut-il utiliser cette technologie pour le bien commun, alors que c'est pas le cas. Et vous avez remarqué de toute façon que je suis un peu contradictoire, en fait, dans le sens où j'ai l'impression finalement que ces nouvelles technologies sont réservées à ceux qui ont de l'argent et pas ceux et non pas à ceux qui n'ont pas d'argent. Et donc c'est important de se poser la question quand même. Bref, les nanofiltres, par exemple, peuvent éliminer les contaminants microscopiques de l'eau avec une efficacité bien supérieure aux méthodes traditionnelles, tandis que les nanocatalyseurs peuvent décomposer en fait les polluants atmosphériques en composants moins nocifs. En fait, ils compartimentent en fait les pollutions. Donc cette nanotechnologie en fait manipule la matière à l'échelle fondamentale et permet de transformer radicalement une variété de secteurs. Donc tous les secteurs qu'on peut imaginer qui englobent en fait ces technologies-là. Elle incarne en fait un potentiel immense hein, pour améliorer la qualité de vie. Mais comme je le dis, en fait, il faut qu'elle soit accessible pour le bien commun. Et donc l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale eh bien, doivent accompagner d'une réflexion éthique et d'une évaluation rigoureuse des risques potentiels pour la santé et l'environnement, afin de garantir que les bénéfices de cette nano profitent à tous de manière responsable, et pas juste à quelques personnes. Donc ça, c'est important de se poser la question quand même, hein. La biotechnologie. On peut fusionner effectivement la biologie avec la technologie. Elle représente l'avant-garde de la fusion entre la biologie et la technologie. C'est une discipline où les systèmes biologiques et les organismes vivants sont non seulement étudiés, mais aussi manipulés et utilisés pour développer une gamme étendue de nouveaux produits et de solutions. Et ces domaines, en fait, en constante évolution, s'appuient sur des découvertes scientifiques les plus récentes, hein, qu'on peut repousser par les limites de notre être, et qui sont techniquement possibles. Et qui offrent aussi, effectivement, une perspective révolutionnaire dans différents secteurs, hein. Ça, y a pas de souci. Moi, j'aime bien parler de médecine régénérative, c'est, enfin, entre guillemets, de la médecine. Et dans ces domaines, en fait, régénératives, la biotechnologie ouvre des voies, en fait, à des traitements innovants qui sont capables, en fait, de réparer et de remplacer des tissus endommagés ou des organes, ou même de faire de l'autoréparation, et qui sont justement grâce à l'ingénierie, en fait, tissulaire et la thérapie cellulaire. Ça, si vous vous renseignez un minimum, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est, euh, ce sont des technologies nanométriques qui sont capables en fait d'apprendre et qui ont déjà en fait une conception en fait de l'apprentissage, hein, qui ont déjà appris en fait certains acquis et qui en fonction de leur situation vont pouvoir nettoyer ou réparer ou soigner différentes maladies. Et donc du coup les scientifiques peuvent aujourd'hui cultiver des tissus en fait hein, en laboratoire qui va de la peau jusqu'à des greffes ou des organes complexes comme le foie ou le cœur. Et ces avancées en fait promettent non seulement d'améliorer significativement la qualité de vie des patients, mais aussi de réduire la dépendance vis-à-vis des dons d'organes, avec un potentiel de sauver des millions de vies. Et là, il y a d'autres questions qu'on peut se poser, mais ça, après, je vous laisserai en parler dans les commentaires. Il y a l'agriculture aussi durable qu'il faut parler. Elle bénéficie également des innovations en biotechnologie
Et l'ingénierie en fait génétique des plantes permet de développer des cultures plus résistantes aux maladies et aux ravageurs en fonction des conditions climatiques extrêmes qu'elles pourraient rencontrer. Et ces cultures en fait génétiquement modifiées, elles peuvent produire des rendements plus élevés tout en réduisant la nécessité d'utiliser des pesticides ou des herbicides, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Et de plus, la biotechnologie, elle vise à améliorer la valeur nutritionnelle des aliments avec le développement de super aliments qui sont enrichis en vitamines, en minéraux, en protéines, et qui répondent ainsi aux besoins alimentaires d'une population mondiale et en croissance. Mais après, il faut se méfier là-dessus, hein, parce qu'il ne faut pas nous refiler n'importe quoi, hein. Du coup, on va créer un diagnostic et des traitements de maladies par rapport à ça. Et sur le front de la santé, en fait, la biotechnologie, en fait, a révolutionné finalement le diagnostic entre le traitement des maladies et les techniques de séquençage génétique. Par exemple, on a le CRISPR Cas9, par exemple, qui offre des moyens précis pour identifier les prédispositions génétiques aux maladies et pour éditer, en gros, les gènes défectueux. C'est un peu compliqué, mais je pourrais en reparler dans notre podcast. Et en fait, ça ouvre la porte à des traitements personnalisés, à de la médecine préventive. Et ces technologies, en fait, ont le potentiel de traiter une gamme de maladies génétiques et aussi de certains cancers ou de troubles rares avec une précision jusqu'alors inégalée. Mais la question qu'il faut se poser, les copains, c'est est-ce que ces gens-là, qui ont cette connaissance-là, veulent que que vous soyez au courant de ça? C'est ça le problème. Parce que ça leur rapporte de l'argent, en fait, finalement, le fait de vous soigner. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est réellement important de se dire que quelques personnes, en fait, ont le monopole sur une connaissance et qui vous permettent d'avoir, donc, finalement, une vie un petit peu plus saine, mais pas réellement pour savoir comment vivre correctement à long terme pour éviter d'avoir ces maladies ou ces merdes-là. Et en plus, c'est pas eux qui vont se priver pour, pour effectivement donner en fait leur avis sur la façon dont vous allez vivre, sur la façon de consommer, et ainsi de suite. C'est assez compliqué comme sujet. On pourrait y revenir dans plusieurs podcasts, mais c'est très compliqué. On a des enjeux éthiques et sociétaux, et ces avancées s'accompagnent de questions éthiques et sociétales qui sont très importantes, je suppose, pour l'humanité. Et la modification génétique, en fait, quelle que soit en fait qu'elle se passe en fait chez l'humain, les animaux, les plantes, les humains soulèvent en fait des préoccupations quant aux, quant aux conséquences en fait à long terme sur la biodiversité et l'équilibre écologique et la santé humaine. Là, moi, selon moi, il y a des problèmes éthiques qui vont se poser. C'est à qui profitent ces technologies. Et de plus, cet accès technologique de pointe en biotechnologie, et puis les bénéfices qui vont avec, hein, bien sûr, dépendent de ta rémunération, de ce que tu gagnes et dans quel aspect social tu es. Alors, on va arriver bientôt à 30 minutes, donc je vais devoir couper et créer une nouvelle vidéo. Mais donc je vous engage à aller sur la deuxième vidéo pour écouter un peu ce que j'ai à dire sur la suite. Mais on va continuer sur l'énergie du futur et sur les enjeux éthiques et sociétaux. Et moi, selon moi, en fait, enfin, c'est mon avis, après ça regarde que vous. Mais le domaine de l'énergie, en fait, est à l'aube d'une transformation majeure. Elle pousse, en fait, par l'urgence climatique et la nécessité, en fait, de s'éloigner des combustibles fossiles. Ça permet, en fait, finalement, d'avoir des innovations en matière de sources d'énergie propres et renouvelables, promettant de remodeler notre avenir énergétique et des implications profondes pour l'environnement, dont l'économie, la société dans son ensemble, hein.
Il y a d'autres facteurs, mais on pourrait y revenir. Et donc, la fusion nucléaire, en fait, est souvent présentée comme le saint graal de la production d'énergie, contrairement à la fission nucléaire qui est utilisée dans des centrales actuelles. Elle divise donc les atomes pour libérer de l'énergie, la fusion qui les combine et qui imite les processus énergétiques du Soleil. Cette technologie, en fait, a le potentiel d'offrir une source d'énergie presque inépuisable, avec de l'eau comme principale source comme sous-produit, et sans émission de gaz, bien sûr, hein, à l'effet de serre. Les projets comme l'ITER, par exemple, en France, ou le National Ignition Facilities aux États-Unis, ils ont fait des progrès significatifs, hein. Je me suis un peu renseigné, c'est vraiment une dinguerie. Et bien que la fusion commercialement, on va dire viable, soit encore à quelques décennies de distance, donc à des dizaines d'années en fait de notre ère, eh bien l'impact en fait de cette fusion nucléaire sur notre réseau énergétique serait vraiment révolutionnaire, hein, et qui fournira de façon par la suite une énergie abondante pour soutenir la croissance mondiale, tout en réduisant drastiquement en fait notre empreinte carbone. Et les énergies en fait solaires et éoliennes qui connaissent également des avancées spectaculaires avec des innovations qui améliorent leur efficacité et réduisant leurs coûts. Les panneaux solaires de nouvelle génération, par exemple, utilisent des matériaux avancés comme les perovskites qui offrent des taux de conversion en fait d'énergie solaire en électricité bien supérieurs aux technologies actuelles qui n'ont rien à voir. Et de même, l'éolien en fait bénéficie de turbines toujours plus performantes et adaptées aux différents environnements, y compris en mer, où les parcs éoliens en fait offshore exploitent des vents forts et constants. Et donc du coup, on a l'hydroélectricité en fait qui est une des plus anciennes sources d'énergie renouvelable, qui se modernise également grâce à des technologies comme les turbines hydrocinétiques qui peuvent générer de l'électricité à partir de courants d'eau et de faible vitesse, qui offrent de nouvelles possibilités pour l'exploitation des rivières et des courants marins sans nécessiter de grands barrages, quoi. Et donc au-delà, en fait, on a l'innovation qui se poursuit avec des sources d'énergie émergentes comme la géothermie améliorée et qui vise à explorer en fait et à exploiter hein, bien sûr hein, la chaleur de la Terre et à des profondeurs et dans des conditions auparavant inaccessibles. Et bien sûr, on a les biocarburants de troisième génération qui produisent à partir d'algues ou de déchets organiques des alternatives qui sont renouvelables aux carburants fossiles sans concurrencer les terres agricoles. Après, enfin, on a aussi des réseaux énergétiques intelligents qui sont très passionnants, qui reflètent et qui représentent un autre pilier en fait de la révolution énergétique. Et donc, grâce à ces intégrations de technologies numériques, ces réseaux peuvent optimiser la production, la distribution et la consommation d'énergie, qui facilitent en fait l'intégration de sources renouvelables et qui améliorent l'efficacité énergétique, qui assure aussi de facto une réponse plus flexible à la demande. En conclusion, on pourrait avoir une énergie du futur hein, qui sera caractérisée par une diversité de sources propres et renouvelables, avec une infrastructure intelligente et une plus grande résilience finalement face aux défis climatiques. Donc, ces avancées technologiques, elles combinent une volonté politique à des investissements stratégiques qui peuvent nous mener vers un avenir énergétiquement durable, sécurisé et qui soit accessible à tous. On va essayer de conclure en 7 minutes. En conclusion, en fait, l'avènement de la technologie telle que la nanotechnologie, la biotechnologie et les innovations dans le domaine de l'énergie renouvelable, eh bien, marque le début d'une ère de transformation profonde et multidimensionnelle. Ça, c'est clair. Ces avancées, en fait, en révolutionnant les secteurs de la santé, de l'industrie, de l'environnement et de l'énergie, elles posent des fondations, en fait, pour un avenir où les limites actuelles de la science et de la technologie
et de toute façon seront repoussées. Et cette nano, en fait, redéfinit la manipulation de la matière à l'échelle atomique. Elle promet de catalyser, en fait, le développement de matériaux aux propriétés inédites et d'approches, en fait, aussi thérapeutiques, qui sont révolutionnaires, et de solutions environnementales avant-gardistes. Et parallèlement à la biotechnologie, à travers l'ingénierie et génétique et les organismes synthétiques, on est en passe de redessiner en fait les contours de la médecine, de l'agriculture et de la production énergétique, qui ouvrent en fait la voie à une harmonie renouvelée entre l'humanité et son environnement naturel. Et quant aux innovations en fait dans le domaine de l'énergie, elles incarnent en fait le pivot central de la transition vers une société plus durable. Par exemple, la fusion nucléaire, dont les énergies solaires et éoliennes, ainsi que les autres formes d'énergie renouvelable, esquissent un futur où l'énergie propre et inépuisable sera au cœur des économies mondiales, qui réduisent donc du coup nos dépendances aux combustibles fossiles et minimisant l'impact environnemental de nos activités. Ces technologies futuristes ne sont pas sans défi, hein, bien sûr, comme vous vous le doutez, et surtout en écoutant cet article, notamment en termes de questions éthiques, de sécurité et de durabilité. Et cependant, elles offrent quand même également une opportunité sans précédent de répondre aux enjeux majeurs de notre époque, les changements climatiques, la santé globale, la sécurité alimentaire et énergétique. Et leur développement, en fait, et leur déploiement responsable nécessiteront une collaboration étroite entre chercheurs, industriels et décideurs politiques et la société civile, afin de garantir que ces innovations bénéficient équitablement à tous les segments de la population mondiale. Mais encore une fois, je le dis depuis le début, mais c'est pas vraiment le cas actuellement, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans une dynamique où seuls les riches ont la connaissance et les pauvres n'ont aucune connaissance, hein. C'est un peu mon avis. En définitive, l'intégration et l'avancement harmonieux de la nanotechnologie et de la biotechnologie, et puis des énergies du futur, hein, sont essentiels pour forger un avenir où la prospérité humaine sera durablement assurée, tout en préservant en fait l'intégrité de notre planète pour les générations futures. Mais ce n'est pas le cas encore, je vous rassure, ou je vous inquiète. Ce panorama technologique en évolution constante nous invite à repenser notre mode de vie et nos économies, nos interactions avec le monde naturel dans lequel on vit, dans une quête collective de progrès et de bien-être. Alors du coup, je vous ai préparé, après cet article, pour la deuxième vidéo, une série de 20 questions et réponses pour qu'on puisse un petit peu comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que je raconte dans cet article, pour pousser un peu plus loin en fait le sujet. Je suis en train de la préparer, la vidéo, je vais vous l'envoyer bientôt. Mais n'empêche que voilà, en fait, tous les, tous les articles que je poste depuis le début nous amènent à penser en fait finalement que euh, effectivement, nous sommes nous-mêmes garants en fait de notre vie future. On peut nous-mêmes en fait gérer ce qui va suivre par la suite, mais on est quand même point et point liés. Enfin, nous sommes liés en fait par rapport aux décisions que les politiques prennent. Et la seule façon en fait finalement de modifier en fait le monde dans lequel on vit, c'est de changer en fait les gens qui nous gouvernent. Si vous n'êtes pas content des personnes qui créent les lois, eh bien, changez de personne, changez de loi, vous-même. Allez-y, inscrivez-vous dans les annonces pour être politique et modifier les choses petit à petit. Dans le monde dans lequel on vit, d'après ce que j'ai compris, c'est très difficile de modifier notre futur, mais c'est quand même possible petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, si on arrive à virer en fait les gens qui nous gouvernent, on est capable de faire beaucoup de choses. Du moins, quand je dis les gens qui nous gouvernent, c'est ceux qui font n'importe quoi, hein, bien sûr.
En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se revoit pour le prochain podcast. C'est la suite